La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil. Chers actionnaires, serons-nous de bons ancêtres? Serons-nous à la hauteur de ce moment unique qui questionne notre humanité? S'il te plaît, double-moi le chiffre en étant neutre en carbone. Ou fais-moi des produits made in France au prix de la Chine, ce serait pas mal. Alors, dans ce second épisode de ce podcast, je reçois Nicolas Hénon, ancien directeur général de Kiabi et cofondateur de Chapter 2. Et je reçois également Vincent Wissner, directeur général de Profil et spécialiste de la transformation des modèles d'affaires, entre autres choses. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Je déclare l'Assemblée générale ouverte. Donc, lors de cet AG du futur, et je rappelle d'ailleurs que nous l'avions déjà joué une première fois, il y a 5 ans, nous avons voulu mettre en lumière le rôle des personnes à la tête des entreprises et montrer à quel point ces personnes, en l'occurrence directeur ou directrice générale, étaient soumises à des injonctions contradictoires permanentes. Par exemple, entre l'exigence de rentabilité à court terme, les enjeux de soutenabilité, les questions aussi plus concrètes, management au quotidien des équipes. Et on comprend qu'il ne peut y avoir d'engagement vers la post-croissance sans une prise de conscience préalable des instances de gouvernance et une prise de conscience qui amène parfois à endosser des décisions radicales. Et c'est ce qu'on va tenter d'éclairer aujourd'hui. Premier acte, en piste. Alors, je vais commencer par toi, Nicolas. Tu as accepté le temps d'une soirée d'être le DG de Mirliton. Dans la vraie vie, tu as été DG, tu as été un vrai DG dans une vraie entreprise, en l'occurrence Kiabi. Quelle différence tu vois entre un DG de fiction et un DG de réalité? Alors, un DG de fiction n'est pas forcément un DG de papier, attention, parce que la fiction peut être très inspirante. Écoute, au-delà du fait que c'était une aventure incroyable, que d'être ce DG fictif, entre guillemets, et dans ce lieu absolument incroyable, pour moi, j'ai envie de répondre, il n'y a pas eu de différence, en fait. Voilà. Alors oui, certains pourraient dire qu'on n'était pas dans la vraie vie, et en même temps, j'ai envie de dire deux choses. La première, toute la phase de préparation était pour moi extrêmement proche de ce que je pouvais vivre en tant que DG chez Kiabi, pour la simple et unique raison que il y avait des ateliers de co-construction avec un comité de direction fictif, donc de ce fait, le comité de direction Mirliton, pour travailler sur l'histoire de l'entreprise, pour travailler sur le modèle d'affaires, pour travailler sur là où on était l'entreprise en termes d'impact et de risque face aux donuts, en quoi ce modèle d'affaires était à risque face aux donuts et en quoi il y avait de l'impact négatif sur les différents écosystèmes sociaux et environnementaux. On a travaillé sur le business model, on a travaillé sur les prises de décision, on a travaillé sur les parties prenantes, en quoi elles étaient impactées, sur les conséquences économiques de nos choix, parce qu'il ne s'agissait pas de présenter un modèle d'affaires qui mette en risque les actifs, mais également les emplois. Et en ce sens, on a mené des vraies réflexions qu'on peut être amené à mener dans des entreprises réelles. D'accord ? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième élément qui m'a fait penser effectivement à la vraie vie, en fait, quand j'étais sur scène, c'était pas du spectacle. En fait, voilà, j'ai ressenti cette émotion que je pouvais avoir quand j'étais sur scène lors de grandes conventions avec mes collaborateurs, mes actionnaires en face. Et je me suis pris au jeu et l'introduction que j'ai posée qui a amené un ensemble de décisions qui étaient présentées ensuite pour vote. J'ai posé ces convictions comme je les aurais posées si j'étais chez Kiabi ou dans une autre entreprise réelle, en fait. Donc, il y avait cette même volonté de parler vrai avec la tête, le cœur et les tripes au collectif qui était présent. Voilà. Merci Nicolas. Oui, effectivement, ça a été très, très incarné dès le départ. Et puis, on a voulu aussi travailler sur un business case crédible, parce que sinon, c'était un divertissement et ce n'était pas le but. Vincent, même question peut-être en décalé pour toi. Toi, tu pilotes une vraie entreprise, enfin, et puis surtout, tu observes dans ton quotidien et tu conseilles des directeurs, des directrices à la tête de grandes fonctions support ou à la tête des entreprises. Est-ce que tu dirais que dans la fiction de Mirliton, ce qu'on a voulu donner à voir était audible
Alors audible, oui, en tout cas il m'a semblé, mais je crois être aussi un peu jugé parti pour véritablement porter un regard là-dessus. Mais je sais à quel point derrière ce qui a été présenté, ça a été travaillé en profondeur, à la fois sur le modèle économique, sur les données d'entrée, sur les éléments de justification des choix qui ont été présentés lors de cette Assemblée générale fictive. Donc c'est intéressant et ça montre surtout que c'est possible. Et ça montre aussi surtout que on n'a pas forcément besoin de se noyer sous une batterie d'indicateurs, sous une batterie de systèmes d'évaluation, qu'il faut se poser les bonnes questions sur qu'est-ce qu'on a besoin de suivre, qu'est-ce qu'on a besoin de regarder, qu'est-ce que ça vient soutenir, ces indicateurs pour faire quoi, pour quelle prise de décision. Et c'est surtout ça que moi j'ai retenu dans ce qui a été présenté. Et ça, c'est assez intéressant et de mon point de vue, assez transposable, en tout cas je l'espère, aux entreprises qui sont intéressées à ça. Deuxième acte, Terra Incognita. Ça m'amène à la question suivante, celle des injonctions paradoxales. Alors ça, Nicolas, tu en as fait quasiment le point d'orgue de ton intervention quand tu as endossé ce costume de DG de Mirliton. Tu as invoqué alors les injonctions, moi je dirais pas les injonctions paradoxales ou contradictoires, c'est-à-dire double-moi le chiffre d'affaires et sois neutre en carbone, hein, c'est quasiment tes mots. Alors c'est du vécu et ça se gère comment et on dort comment? Je pense qu'être DG d'une entreprise, quelle qu'elle soit aujourd'hui, est d'un niveau de complexité jamais vu auparavant. Voilà. Et je respecte profondément du coup ce métier et l'actionnaire qui est derrière et qui est parfois lui-même DG. Et en fait, aujourd'hui, j'ai parlé d'injonction paradoxale, mais un DG, il est confronté à quoi? Il est confronté à trois choses en fait. Il est confronté à des injonctions paradoxales, comme tu viens de le préciser. Et on peut rajouter, fais-moi des produits made in France au prix chinois. Voilà. Ça, c'est le premier point. Il est confronté à une réglementation qui évolue à une vitesse absolument incroyable. On peut parler de la loi Pacte, on peut parler dernièrement de la CSRD et de toutes ces lois, toutes ces obligations qui lui tombent dessus et auxquelles il doit répondre à court terme dans l'entreprise de manière concrète. Et troisième point, les entreprises commencent à être confrontées petit à petit à tous ces beaux sujets remis au bout du jour par le Club de Rome l'année dernière, le rapport de Meadows, avec les 7 défis majeurs que sont la pauvreté, l'alimentation, les inégalités, la juste place du féminin dans la société, la place de l'IA et tous les sujets liés à l'environnement. Eh bien, comment il fait avec ça? C'est une bonne question. Et je pense que le premier point, c'est de s'arrêter et de se poser et d'essayer de comprendre concrètement la complexité de ces sujets. Le risque, en fait, pour un DG aujourd'hui, c'est de répondre au coup par coup à tous ces sujets. Et au final, se retrouver avec une photo d'entreprise qui ne ressemble plus à grand-chose, un modèle d'affaires qui ne soit plus compréhensible, et toutes les briques de l'entreprise, les pièces du puzzle qui ne se regroupent plus de manière cohérente les unes les autres, et l'entreprise perd en efficience et donc en création de valeur. Donc il faut surtout s'arrêter, comprendre, ressentir et avoir une photo systémique de la transformation de son entreprise pour embrasser tous ces sujets avec une réflexion macro-stratégique et pas une réflexion coup par coup opérationnelle. Oui, au passe-plat à court terme. Et d'ailleurs, ce qui revient à la question centrale de la persévérance des actionnaires et la compréhension des actionnaires. Vincent, c'est quoi le conseil que pourrait donner à ces DG, comme je dis, lost in translation? En complément de ce qu'évoquait Nicolas, qui me paraît assez essentiel sur cette réflexion macro-stratégique, j'y ajouterai la brique prospective, comment on pense le temps long pour mieux agir ici et maintenant, comment on se projette. Autrement dit, si la croissance d'une entreprise ou si la croissance d'un PIB a du sens à court terme, elle est totalement irrationnelle à long terme. Et c'est cet effort de prospective qui nous permet de toucher à ça, de comprendre l'irrationalité de cette croissance à moyen long terme. Alors après, ça emprunte à certaines théories du changement, sur la manière dont on peut accompagner ces évolutions, et surtout, ça invite à se questionner à différentes échelles, à avoir une réflexion un peu gigogne,
à la fois en tant que dirigeant, essayer de comprendre ses propres injonctions contradictoires, qu'est-ce que ça vient toucher à l'échelle de son entreprise et comment ça vient faire écho à la fois aux attentes des actionnaires, mais également du corps social, qui peut être un frein assez puissant, et puis à l'échelle du secteur. Parce que voilà, si on est une entreprise qui veut bouger, on sait bien qu'il y a des normes sectorielles, dites ou non dites, qui sont là aussi des freins. On sait très bien que là, je vois plein ce qu'on appelle la coopération conditionnelle. Moi, je vais bouger si le secteur bouge. Et ça, c'est un élément assez puissant. Après, dans les théories du changement, on sait qu'il faut travailler sur 3 grands angles. Déjà, d'une part, essayer d'inhiber l'habitude, essayer de se dire, bon, on peut faire autrement, et comment je fais en sorte de contourner mes habitudes, comment mes métriques financières, j'ai un style, d'autres types de métriques, comment la manière dont je produis, je fais en sorte de tester de nouvelles choses avec ce droit à l'erreur également. Le deuxième élément, c'est se fournir des raisons de changer, trouver du sens, donc questionner l'utilité, questionner la responsabilité. Et enfin, le dernier élément, c'est poser les conditions du passage à l'acte, parce qu'on peut avoir ces 2 premiers éléments sans avoir le dernier. Et là, ça nécessite, comme l'évoquait Nicolas, des moyens pour réellement tester des choses. 3e acte, vers l'infini et au-delà. Ça m'amène à la dernière question. Mais ça se pilote comment avec les équipes? Et notamment, Nicolas, tu l'as bien dit, avec l'arrivée de la loi PAC, la CSRD, les réglementations. Mais les équipes, est-ce qu'elles suivent? Est-ce que tout ce qu'on raconte là, c'est pas trop éloigné de leur quotidien et surtout de la façon dont elles sont, elles, managées? Au fond, est-ce qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre, on ne défale que sur les équipes les mêmes injonctions et donc elles doivent être managées uniquement sur des critères financiers de court terme ou pas? Qu'est-ce que tu en penses, Nicolas? Écoute, l'enjeu pour les DG et les équipes aujourd'hui, c'est de libérer du temps aux collaborateurs pour pouvoir adresser ces sujets de transformation au bon niveau. Parce que l'enjeu, c'est pas le run. L'enjeu, c'est build et c'est la transformation du modèle de l'entreprise qui permettra de répondre, à ces réductions d'impact, disons, et 2, ouvrir de nouvelles voies de création de valeur économique / humaine environnementale. D'accord ? Mais ça passe par 2 choses. Ça se passe, par une capacité du comité de direction des dirigeants à décider des grands thèmes de transformation de l'entreprise. Oui, ça va être des thèmes sur des rapatriements de production, ça va être des thèmes sur la manière dont on calcule la valeur de l'entreprise, ça peut être des thèmes sur les nouveaux business à développer, serviciels ou produits, différents thèmes sur lesquels il faut poser des décisions claires. Voilà. Et pour de vrai, pas des demi-décisions qui feront qu'on ne fera qu'un peu mieux ce qu'on faisait par le passé, qui ne répondra pas à cet enjeu de réduction d'impact et de création de nouvelles valeurs. Et en fait, tant qu'on ne pose pas ces décisions fortes et éclairées, on va continuer potentiellement à dégrader le run et à faire en sorte et provoquer le fait que les équipes vont déployer de plus en plus de temps sur de l'entretien d'un run qui est mourant. Donc, Alors, je me permets, Nicolas, pour oui, nos auditeurs qui ne seraient pas anglophones, est-ce que tu oui, peux dire qu'est-ce que c'est que le run? pardon, le run, c'est le quotidien qui fait que Voilà. l'entreprise peut fonctionner. Si on prend un magasin, c'est ouvrir les volets et mettre un fond de caisse. Voilà. Merci. C'est sortir les chiffres, c'est s'assurer que les collections se construisent en textile, etc., etc. Et le build, c'est plutôt les gros sujets de transformation future de l'entreprise. Voilà. Et donc, l'enjeu pour libérer du temps à ses collaborateurs et passer moins de temps sur ce quotidien, ce run, c'est de poser ces décisions engagées et engageantes de transformation du modèle d'affaires pour commencer à faire shifter petit à petit l'entreprise et faire en sorte que ces projets de transformation prennent de plus en plus de place en lieu et place du quotidien, du run. Voilà. Et tant que ces décisions ne sont pas posées, on ne pourra pas engager complètement les collaborateurs dans une vraie transformation d'entreprise. Vincent, tes recommandations pour embarquer les équipes. Donc, comment est-ce qu'au quotidien, on construit un futur, mais qui est déjà là, quoi. Donc, c'est même pas quelque chose qui va arriver dans 25 ans. Alors, la principale recommandation que j'aurais à faire, c'est
c'est définir un peu le sens. Effectivement, il y a ce quotidien qu'évoquait Nicolas, il y a toutes ces obligations dont la CSRD vient rajouter une couche qui viennent se sédimenter, rajouter une couche à une sédimentation déjà lourde, d'obligations réglementaires ou sectorielles, ou normatives. Et je pense qu'il faut redonner du sens, repréciser l'utilité du modèle économique, repréciser l'utilité de la valeur qui est créée et au service de qui cette valeur est créée. Donc questionner aussi le partage de cette valeur avec le corps social, avec les collaborateurs, avec la chaîne de valeur dans son ensemble. Donc c'est redéfinir un peu le sens, la direction, et ça pose la question de poser des éléments de prospective, de planification, de vision qui permettent ça et qui embarquent. Voilà. Et cette culture de la planification, cette culture de la prospective, elle est très très peu présente dans le monde entrepreneurial qui a quand même une vision relativement de court moyen terme, qui n'a pas été très largement habitué à ça. Donc il faut introduire cette logique dans les prises de décision et dans la manière dont ça peut percoler au sein des équipes. Voilà ma principale recommandation. Merci Vincent. On voit bien, on arrive à la fin de ce podcast, on voit bien que basculer vers la post-croissance, c'est quand même une terra incognita, au sens où on a une tendance plutôt à temporiser, on va regarder ce que vont faire les voisins, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus accommodants que d'autres? En fait, on a plus de bonnes raisons de ne pas faire que de faire, même si on sait très bien que le sens de l'histoire est quand même écrit en lettres clignotantes et de façon univoque. Le mot de la fin, juste un petit mot, quelque chose que vous avez envie de partager tous les deux, court, simple, qui est sur un registre peut-être plus personnel. Je vous laisse le soin d'exprimer ce que vous souhaitez. Nicolas, je commence par toi. Déjà, j'ai envie d'envoyer beaucoup de soutien à celles et ceux qui ont la responsabilité de décider en entreprise, parce que c'est pas simple de décider dans ce contexte. C'est complexe et ça nécessite de la liberté d'oser décider. Donc, j'ai envie de soutenir ça et souligner ça, et j'ai surtout pas envie de juger. Voilà, ça c'est un premier point. Et le deuxième point, j'ai envie aussi d'inviter toutes celles et ceux qui ont ces décisions dans les mains. Vincent l'a dit un peu tout à l'heure, d'oser poser des nouveaux imaginaires, d'oser poser des vrais renoncements et de se dire que derrière, il y aura un paquet de cadeaux visibles et cachés pour l'entreprise, pour les parties prenantes, pour les collaborateurs. Et cette transformation, aussi complexe soit-elle, est aussi un moment fantastique d'intelligence collective et potentiellement de plaisir, voilà, au-delà de la responsabilité. Merci Nicolas. Alors Vincent, même question, que je ne reformule pas. Moi, je vais partager cette notion de plaisir qu'évoque Nicolas. On vit une période à la fois pleine d'enjeux, mais qui nous invite à nous reconnecter par rapport à notre espèce, à cette espèce invasive qui est l'humain, cette force évolutive qui un peu archaïque, qui nous incite toujours à croître, et puis une partie plus évoluée qui nous invite à nous auto-limiter. Et j'ai tendance à penser que notre avenir, il dépendra un peu de l'issue de ce conflit qu'on entretient tous au sein de nous-mêmes, puis à l'échelle macro également. Et c'est à la fois source de beaucoup d'enjeux, beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de craintes, mais à la fois c'est assez passionnant de se reconnecter à ça et d'essayer de comprendre un peu par quoi on est mu au quotidien. Voilà. Donc vous nous appelez tous les deux à un voyage vers un avenir que l'on souhaiterait désirable, où ça pourrait bien se passer. C'est pas forcément un synonyme d'attrition, de désespoir, et peut-être que, si je t'entends Vincent, ça serait même salutaire. Bon, on va rester sur cette connotation positive et volontariste. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux, et on voit bien que le DG du futur, c'est un poste pas facile, mais c'est un rôle absolument essentiel dans l'architecture de l'entreprise et dans son engagement vers la post-croissance. À bientôt. La post-croissance, vue depuis l'Assemblée générale du futur, un podcast de Profil.